Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de vidéos associées au cours de terrain en environnement physique numéro 2. Donc une fois n'est pas coutume, je vais essayer cet été de faire une série de vidéos en fait pour pallier un petit peu au fait que l'on ne va pas pouvoir se rencontrer au mois d'août comme on fait les années précédentes. C'est-à-dire que normalement au mois d'août, pendant le cours de terrain, on se rencontre à la station de biologie des Laurentides et c'est l'occasion pour moi et pour vous de pouvoir faire le cours finalement, faire toute la partie terrain. Donc cette année avec la situation de Covid-19, de toute évidence on ne va pas pouvoir faire ça, on va néanmoins se rencontrer à l'automne pour pouvoir faire d'autres formations ensemble qui vont être un peu différentes probablement, tout reste encore à imaginer. Donc c'est pour ça que voilà, je suis en train de faire cette série de vidéos pour vous donner ce que j'aurais dû vous donner normalement au mois d'août. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, principalement, on va voir dans un premier temps qu'est-ce que ce dont on va traiter pendant les semaines qui viennent. Et puis dans un deuxième temps, on va rentrer dans le vif du sujet, on va commencer à discuter un peu de botanique. Donc voilà, c'est parti. Donc en termes d'organisation, en termes de comment ça va se passer, donc j'ai pas de format encore prédéfini, c'est un peu nouveau pour moi de tourner des vidéos comme ça. L'idée derrière c'est de pouvoir traiter du sujet finalement du cours, et le sujet du cours, eh bien c'est tout simplement la relation entre les sols et les végétaux, et entre les sols et la végétation. Donc le but du cours de terrain en environnement physique numéro 2, c'est réellement d'avoir une vision un peu intégrative entre la pédologie et la botanique. Moi je vais m'occuper principalement de la botanique, et ce que je vous propose au cours de l'été, c'est finalement de vous former en botanique, de vous former en floristique, tout en restant chez vous, ou en tout cas en vous donnant la possibilité d'aller découvrir les écosystèmes, d'aller analyser les écosystèmes qui se trouvent proches de chez vous, donc que ce soit les parcs de l'île de Montréal, ou que ce soit aux alentours de Montréal, pour ceux qui ont la chance d'habiter un peu en campagne. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée derrière ce cours, et derrière ces vidéos, de manière un peu plus large. Donc le but de ces vidéos, c'est de vous donner un premier aperçu donc de cette flore, de comment comprendre les écosystèmes végétaux, et puis dans un deuxième temps, on va voir aussi quels sont les liens entre la végétation et les sols. Donc il n'y a pas de format prédéfini. Dans les premières vidéos, ce que je vous propose de voir, c'est vraiment des éléments de base qui vont vous permettre de comprendre la végétation, de la forêt laurentienne et la végétation du sud du Québec. On va un peu moins traiter de la forêt boréale, tout simplement pour des questions de transport et puis pour des questions d'intérêt par rapport au cours. Mais voilà, c'est un peu ça l'idée derrière cette série de vidéos. Donc cette première vidéo aujourd'hui va traiter principalement de la nomenclature binomiale, donc on va voir comment nommer les plantes, et puis dans un deuxième temps on va peut-être aller voir quelques plantes qui sont actuellement en fleurs. Aujourd'hui on est le 14 mai, donc vous voyez on est le 14 mai, je suis actuellement chez moi, hein, comme vous également j'imagine, on est dans ma serre, donc on va aller voir quelques plantes qui sont en train de fleurir dans mon jardin ou dans les parcs aux alentours. Le 14 mai on est en plein boom de floraison, il y a énormément d'espèces qui sont en train de fleurir en ce moment, donc je vais peut-être profiter à la fin de la vidéo pour vous en montrer quelques-unes, et puis pour qu'on commence ensemble à découvrir tout ça. Donc dans un premier temps, pour bien comprendre les plantes, pour bien comprendre les écosystèmes, finalement il faut arriver à nommer les choses, il faut arriver à nommer les organismes. Alors les plantes c'est un peu comme vous et moi, elles ont un nom de famille et puis un prénom.
Alors en fait, c'est pas un nom de famille, on appelle ça un genre, et puis on a un nom d'espèce qui est vraiment le nom de l'espèce de la plante. C'est-à-dire que les espèces, pour vous rappeler un peu les choses, une espèce, c'est finalement un groupe d'individus qui sont capables de se reproduire entre eux, et puis qui sont capables d'avoir une descendance fertile. Donc ça, c'est vraiment la définition assez réductrice. Il y a une définition, surtout chez les plantes, qui peut être un peu plus large au niveau de l'espèce, puis vous allez voir aussi qu'il y a de temps en temps des sous-espèces. Donc alors le genre et le nom d'espèce, donc ce qu'on appelle un binôme, et ce binôme, cette nomenclature binomiale, donc elle est valable pour les plantes, mais elle est également valable pour les autres organismes vivants, elle a été mise en place quelque part au XVIIIe siècle, dans les années 1750, par un botaniste suédois qui s'appelle Carl von Linné. Donc Carl von Linné a vécu entre 1707 et 1778. Et c'est à lui qu'on doit cette nomenclature binomiale. Donc avant ça, bien sûr, il y avait, ça a déjà été abordé, la nomenclature binomiale, mais c'est vraiment lui qui a popularisé l'idée, puis qui l'a vraiment élargi à tous les groupes du vivant, en fait. Donc en fait, avant la nomenclature binomiale, il y avait quoi? Il y avait tout simplement des sortes de petites phrases latines qui permettaient de décrire les plantes. Donc le latin est utilisé ici. Donc ces petites phrases latines, si vous prenez par exemple le laurier rose, donc le laurier rose qui est une espèce méditerranéenne qu'on ne retrouve pas ici naturellement, ici c'est une plante plutôt horticole, vous avez peut-être dû voir ça quelque part dans une jardinerie ou quelque part de manière, peut-être au jardin des plantes. Donc le laurier rose qui s'appelle Nerium oleander, donc Nerium oleander c'est son nom binomial, et bien avant ce nom binomial, son nom était Nerium foliis lanceolate. Donc en fait ce groupe de mots latins voulait tout simplement dire que c'était un nérium qui avait des feuilles lancéolées. Et donc on a Carl von Linné a aboli toutes ces petites phrases qui étaient un peu disparates, qui variaient aussi selon les régions, pour avoir quelque chose de beaucoup plus solide et de beaucoup plus commun pour l'ensemble des espèces. Donc finalement, on aboutit à Nerium oleander pour le nom de genre et d'espèce pour le laurier rose. Donc voilà, ça c'est la nomenclature binomiale et c'est quelque chose qui est maintenant assez bien accepté, qui est utilisé, comme je vous disais, pour l'ensemble des groupes du vivant. Pensez à nous, l'humain, on s'appelle Homo sapiens. Notre nom de genre est Homo et puis le nom d'espèce Sapiens. Donc ce nom de genre et ce nom d'espèce sont... il y a des règles pour écrire ça, donc c'est du latin. Donc en général, même on écrit ça en italique, donc quand on écrit sous ordinateur, quand vous écrivez ça à la main, vous pouvez souligner. Donc ça fait partie des règles qu'il faut appliquer en botanique, en floristique, c'est-à-dire qu'on écrit les noms latins en italique. Et puis derrière ces noms latins, vous avez souvent une suite de lettres ou une suite de petits mots, d'abréviations en fait si vous voulez. En fait ces abréviations sont des abréviations des noms des botanistes qui ont la première fois décrit l'espèce, décrit le taxon. Donc souvent vous allez trouver L point derrière un bon nombre de plantes pour Linnaeus, donc pour Carl von Linné, parce que tout simplement il a décrit un grand nombre de plantes. Alors ça ne veut pas dire que c'est lui qui a découvert toutes les plantes, mais vu qu'il a mis en place la nomenclature binomiale, et bien en fait à partir de ce moment-là, il y a un grand nombre de taxons qui vont porter son nom parce que tout simplement ça a été le premier à mettre en place la nomenclature binomiale. Mais vous allez avoir d'autres abréviations pour un certain nombre de botanistes. Donc la première fois que quand vous utilisez un nom latin, c'est bien de mettre, c'est même impératif ou très important de mettre l'autorité de la personne qui a découvert derrière, parce que vous allez voir, on va en reparler plus tard quand on va aborder vraiment certaines espèces ici. Vous avez des fois des confusions qui peuvent être possibles entre certains taxons. Il y a des taxons qui changent de nom. Donc quand je dis taxon, je parle d'espèces. Il y a certains taxons qui changent de nom, donc c'est toujours utile d'avoir le nom de l'autorité derrière, parce que ça permet de la replacer dans un cadre plus précis, ou un cadre de recherche plus précis. Alors je vous disais, oui, il va falloir faire du latin. Vous allez me dire, mais il y a les noms vernaculaires qui existent, donc les noms en français. Oui et non, on peut utiliser les noms vernaculaires parce que tout simplement ces noms vernaculaires ne sont pas tout le temps
sont souvent ambigus. En fait, il y a certaines ambiguïtés derrière ces noms vernaculaires. Prenez un bon exemple ici au Québec, tout simplement le cèdre. Ici, le cèdre, c'est Thuya occidentalis. En Europe, en fait, les cèdres sont des arbres du genre Cedrus. Donc le cèdre du Liban, par exemple, Cedrus libani ou le cèdre atlantique. Donc en fait, c'est pour ça que quand vous dites cèdre, en fait, il y a une certaine ambiguïté, alors que quand on dit Thuya occidentalis, ben là on a levé l'ambiguïté. Et dans un cadre de recherche ou dans un cadre d'étude, eh bien il faut utiliser le latin, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus exact en fait, si vous voulez. Et puis pour vous y retrouver dans ces noms latins, vous allez voir que finalement ils sont construits sur des bases morphologiques, souvent, très souvent. Donc c'est-à-dire que quand vous prenez les noms d'espèces, ben, souvent ce sont des attributs morphologiques de certaines plantes. Par exemple, si on prend un exemple d'un arbre que vous pouvez facilement observer au parc du Mont-Royal, qui est le chêne à gros fruits, bien le chêne à gros fruits, en latin c'est Quercus macrocarpa. Donc macrocarpa, le nom d'espèce veut tout simplement dire à gros fruits. Et des éléments de morphométrie comme ça, ou de morphologie, vous allez en retrouver très très souvent dans le nom des espèces. Par exemple, villosa veut dire poilu. Je vous mets un exemple ici d'une espèce qui a ce nom-là. Mais vous avez tout un tas de termes botaniques comme ça, ou de noms d'espèces comme ça, qui sont finalement liés à de la morphométrie. Par exemple, grandidentata, on va le voir, Populus grandidentata, ben c'est le peuplier à grandes dents. C'est tout simplement que sa feuille, il y a des grandes dents sur sa feuille. Et des exemples comme ça, vous en avez un certain nombre. Et c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et vous allez voir, c'est facile parce que ça nous permet aussi de retenir les plantes grâce à leurs attributs morphologiques. Et puis si ce n'est pas des attributs morphologiques, eh bien vous allez voir que c'est souvent des noms de localités ou des noms de pays ou des noms de grandes régions. Par exemple, prenons Prunus pennsylvanica, donc le cerisier de Pennsylvanie. Eh bien, vous avez Pennsylvanica qui est un nom de localité. C'est là où ce prunier a été découvert la première fois. Vous allez trouver un certain nombre d'espèces qui ont par exemple Virginiana dans le nom d'espèce. Tout simplement, la première fois que cette plante-là a été découverte, c'était en Virginie. Vous allez aux États-Unis. Vous allez retrouver aussi de temps en temps Canadensis, Borealis pour la plante boréale. Donc voilà. Souvent, vous allez retrouver dans les noms latins soit des éléments de morphométrie, de morphologie, soit des éléments de localité. Les noms de genre, à contrario, vous allez retrouver un peu moins de choses comme ça. Souvent, les noms de genre sont des genres hommages à des botanistes ou des choses comme ça. Mais il y a une certaine variabilité dans la nomenclature binomiale, il y a une certaine variabilité dans la manière dont on nomme les plantes. Il y a tout un tas de règles liées à ça, même s'il y a de la variabilité. Donc on ne va pas rentrer vraiment dans les détails de comment nommer les plantes. Si vous voulez vraiment aller chercher plus d'informations à ce niveau-là, je pourrais vous donner des pistes de solutions. Donc maintenant qu'on sait nommer les plantes, eh bien, il faut essayer de comprendre un peu où est-ce qu'elles se situent dans le règne du vivant. Donc je vous fais apparaître ici le buisson du vivant. Donc je préfère cette représentation de buisson à la représentation de l'arbre, tout simplement parce que les scientifiques, les botanistes, avaient tendance à utiliser cet arbre pour mettre l'homme au sommet de l'arbre. On sait très bien qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les organismes vivants, donc cette représentation du buisson met tout simplement l'homme au bout d'une branche, ce qui est finalement un peu plus exact. Donc dans cette représentation du buisson du vivant, eh bien, si vous regardez les plantes, elles se situent ici, au bout d'une branche, au bout de plusieurs branches même, et pour comprendre où est-ce qu'elles se situent, eh bien, on va les classer dans différentes catégories ou dans différents embranchements qui sont du plus général au plus précis. Si je vous montre par exemple ici les embranchements qu'il faut utiliser, en fait, les plantes, vous avez un règne qui est le règne des plantes, ensuite vous avez un sous-règne qui est les trachéobiontes, ensuite des divisions, des classes, des sous-classes, des ordres,
des familles, puis pour finalement arriver au genre et l'espèce. Donc ici je vous redonne l'exemple pour Quercus macrocarpa, donc le chêne à gros fruits. Donc en fait, cette succession de classes, en fait, si vous voulez, permet de classer les plantes et permet de les organiser entre elles. Et en fait, on les organise entre elles comment? Tout simplement avec des liens de parenté. Donc si on zoome sur cette branche des plantes, donc du règne Plantae, je vous présente ici vraiment un zoom assez grossier, grossier dans la mesure large, où vous voyez en vert sur cette image eh bien, tout ce qui est plante à plante. Donc en fait toutes les plantes sont, sont tous les organismes qui sont capables finalement de faire la photosynthèse. Donc la photosynthèse, c'est-à-dire de produire des métabolites secondaires à partir de l'énergie lumineuse et à partir de ce que les plantes vont trouver dans les sols. Donc voilà, toutes les organismes vivants, toutes les espèces qui sont capables de faire ça, on les classe dans le grand groupe des plantes que vous voyez apparaître ici en vert. Donc il y a différentes catégories dans cette lignée, ce qu'on appelle la lignée verte. Alors cette lignée verte et cette organisation des plantes dans le règne du vivant, elle se fait grâce à un certain nombre de critères, en fait tout simplement des critères de parenté entre les plantes. Donc imaginez en absence de preuves ADN ou en absence de connaissance de l'ADN, pour faire la parenté entre les différents organismes, il a fallu se baser sur des éléments de morphologie ou sur des éléments de ressemblance entre les organismes. Et donc ça c'est vraiment la base de la classification des organismes vivants, c'est la base de la classification des plantes. On les classe sous... on met celles qui se ressemblent le plus ensemble, tout simplement. Donc bien sûr, par la suite, on a découvert l'ADN. L'ADN nous a permet aux scientifiques de classer les plantes plus facilement selon leur famille ou selon leur proximité génétique. Mais vous allez voir que bien souvent, la classification génétique correspond bien à la classification morphologique. Il peut y avoir de temps en temps quelques divergences, mais la plupart du temps, vous avez des choses qui correspondent assez bien. Donc si on zoome un peu dans cet arbre et qu'on laisse de côté tout ce qui est aquatique, là, si on laisse de côté les algues et toutes les plantes marines par exemple, on arrive au niveau des plantes terrestres et on arrive au niveau des embryophytes. Donc les embryophytes, finalement, c'est le groupe des plantes terrestres et vous avez différentes branches dans cet arbre qui correspondent à différents groupes d'organismes. Donc je ne vais pas toutes vous les nommer, hein, mais si on regarde d'un peu plus près, quelques groupes que l'on va voir pendant le cours, eh bien, si on regarde les lycophytes, les phylicophytes, les équisitophytes, donc les lycophytes sont les lycopodes, on en verra un certain nombre pendant le cours, c'est un composant important des sous-bois dans la forêt tempérée et dans la forêt boréale. Les bryophytes, ce sont les mousses, hein, tout simplement, pareil, un certain nombre de mousses qu'on va observer. Les phylicophytes sont les fougères, tout simplement. Et puis si on descend, on arrive aux cicadophytes, ginkgophytes. Donc ça c'est des choses que l'on ne va pas avoir de manière naturelle ici, c'est plus des choses... il y a du tropical et puis il y a des choses qu'on ne va pas observer ici. Mais regardons plutôt les coniférophytes et les angiospermes. Donc c'est les deux groupes que je voudrais vous présenter de manière un peu plus détaillée aujourd'hui dans cette vidéo. Donc les coniférophytes sont tout simplement tous les conifères, et puis les angiospermes, ce sont tout simplement les plantes à fleurs de manière assez générale. Donc j'oubliais de vous préciser que à chaque embranchement de cet arbre, vous avez des innovations. En fait, chaque branche va avoir des innovations et puis les sous-branches qui vont émerger de ces branches-là vont en général conserver ces innovations. Par exemple, si vous regardez la ligne lignophyte, ou donc la branche lignophyte, et bien tout ce qui va être après, donc à droite sur votre écran des lignophytes, toutes les plantes qui vont être dans ces embranchements-là vont avoir de la lignine et de la cellulose. Donc ça va être toutes les plantes finalement qui vont être capables d'avoir des tissus de soutien constitués de lignine et de cellulose, dont les arbres et dont les conifères.
Donc voilà, à chaque branche, vous avez une innovation ou quelque chose de nouveau ou de différent de la branche d'avant et qui en général va être conservé. Donc je voudrais vous parler maintenant, avant de finir, des deux groupes qui sont intéressants ici. Bon, les autres groupes sont intéressants aussi, mais on y reviendra un peu plus tard. Je ferai probablement une vidéo où on essaiera d'aller voir l'ensemble, si on peut, de ces branches-là. De toute façon, on va les voir quand on va faire de la floristique sur le terrain, ou quand je vais vous montrer des plantes sur le terrain. Mais les deux branches que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est les conifères et les angiospermes. Donc si on commence par les conifères, donc les conifères ce sont un groupe de plantes qui a à peu près un millier d'espèces, donc il y a un millier d'espèces chez les coniférophytes, et néanmoins c'est un nombre assez faible finalement, 1000, mais c'est des plantes qui sont assez importantes écologiquement parlant, tout simplement parce qu'elles recouvrent des très très grandes surfaces au niveau de la planète. Donc si vous prenez par exemple les forêts boréales, bien les forêts boréales sont constituées en grande majorité de conifères, sont recouvertes en grande majorité de conifères. Pensez au Canada, aux forêts d'épinettes ou aux forêts de pins. Donc voilà, épinettes et pins sont des conifères et vous allez en avoir un grand nombre ici dans la forêt boréale, dans la forêt tempérée également. Donc conifères, donc les gymnospermes, si on traduit gymnosperme, ça veut dire ovule nu. En fait ça va être une différence morphologique ou une différence dans le système de reproduction qui est assez importante par rapport aux angiospermes. Angiosperme veut dire graines dans un réceptacle, donc les gymnospermes ont un ovule nu, c'est-à-dire que lorsqu'il y a fécondation par un grain de pollen, eh bien ce grain de pollen peut accéder directement à l'ovule. Au niveau de la fleur. En général, les conifères ont des fleurs qui sont unisexuées, des fleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu une fleur de conifère ou si vous êtes déjà approché d'un peu plus près d'un thuya en floraison, ben, ce n'est pas quelque chose de vraiment exubérant. Donc en fait, en général, ce sont des fleurs qui sont assez simples, assez réduites, qui vont uniquement assurer la fonction reproductrice et c'est à peu près tout. Donc voilà, la reproduction chez les conifères est un élément qui permet de faire la distinction, excusez-moi, avec les autres plantes à fleurs qui ont une reproduction un peu plus compliquée, mais on va y revenir juste après. Donc ces conifères ont également certaines caractéristiques, ce sont souvent des arbres records, que ce soit en termes de taille ou par exemple en termes de longévité. En termes de taille, on pense tous aux séquoias géants de l'ouest américain. Ce sont des arbres qui peuvent faire plus d'une dizaine de mètres de diamètre et faire des hauteurs de plus de 100 mètres. Donc ce sont souvent des arbres records et aussi des arbres records en termes de longévité. En termes de longévité, on va plus penser aux épicéas. Les épicéas peuvent vivre assez longtemps, donc les épinettes. On a quelques records de longévité chez ces individus-là, chez ces espèces-là, pardon. Et aussi par exemple le pin longévif, donc Pinus longaeva, sont des arbres qui peuvent vivre sans problème 3, 4, voire 5000 ans. Donc souvent des arbres, des organismes records chez les conifères. Peut-être le dernier détail que je veux vous donner sur les conifères, on va en voir un certain nombre pendant le cours, on va apprendre à les déterminer, on va apprendre lesquels sont présents dans la forêt laurentienne, mais peut-être un dernier détail serait la structure du bois et la structure des troncs. Les trachéides, donc les faisceaux, les trachéides sont les faisceaux qui constituent le bois des conifères et on n'a qu'un seul type de faisceau, c'est-à-dire des trachéides. On va voir que chez les angiospermes, dans les prochaines semaines, je vais vous faire une vidéo sur les différents éléments qui constituent les plantes, donc que ce soit la fleur, le tronc, la racine, etc. Donc on rentrera un peu plus dans le détail des tissus et on verra que chez les angiospermes, il y a plus de tissus qui constituent le tronc et qui permettent notamment de conduire la sève élaborée et la sève brute. Si on en vient maintenant aux angiospermes, comme je vous disais, angiosperme veut dire graine dans un réceptacle, graine cachée. En fait, tout simplement, ici, chez les angiospermes, la chose vraiment à retenir, c'est vraiment la spécialisation de la fleur et
grande complexification au niveau de la fleur. Chez les angiospermes, eh bien, on a différentes pièces florales, donc on va voir ça dans une prochaine vidéo, mais aussi au niveau de la reproduction, vous avez des choses un peu plus complexes comparées à d'autres organismes qui sont plus simples au niveau de leur reproduction. Par exemple, chez les angiospermes, eh bien, on a une double fécondation, c'est-à-dire que le grain de pollen va venir féconder non pas une cellule, mais plusieurs cellules au niveau de la graine et au niveau de l'ovule. Donc ça, c'est vraiment une innovation que l'on a chez les angiospermes, et il y a beaucoup d'autres innovations aussi chez ce groupe de plantes, mais c'est vraiment celle-ci qu'il faut à mon avis retenir et qui est la plus intéressante pour bien comprendre ce qu'est une angiosperme et ce qu'est finalement une plante à fleurs. Et puis associé donc à cette complexification de la fleur, vous avez aussi une grande diversité de plantes, c'est-à-dire que les angiospermes ont connu ce qu'on appelle un boom radiatif, c'est-à-dire que l'on a un très grand nombre d'espèces. Je vous disais précédemment, chez les conifères, on a à peu près 1000 espèces, avec 83 genres différents. Chez les angiospermes, on a beaucoup plus d'espèces. On a 250 000 à 300 000 espèces selon les estimations, que l'on classe peu ou prou dans 450 familles différentes, avec aussi un grand nombre de genres. Je n'ai pas le nombre de genres exact. Mais voilà, vous avez un grand boom radiatif chez les angiospermes, et ça vient aussi avec c'est un corollaire en fait, si vous voulez, de la spécialisation au niveau de la fleur. Par exemple, un groupe tel que les orchidées, donc vous connaissez tous les orchidées, vous avez tous vu une orchidée, eh bien les orchidées, on a quelque chose comme 20 000, selon les estimations, entre 20 et 30 000 espèces différentes d'orchidées. Et tout ça en lien avec la spécialisation de la fleur et avec la spécialisation au niveau de la pollinisation. Tout simplement pourquoi? Parce que les orchidées sont pollinisées par les insectes, et là vous avez une coévolution qui est très importante, et c'est un processus super important aussi, la coévolution entre les insectes et les plantes, donc grâce à des spécialisations au niveau de la fécondation et de la reproduction des plantes. Donc voilà, tout ça a conduit, si vous voulez, à un boom radiatif des angiospermes, et c'est pour ça que les angiospermes sont assez nombreuses. Si on regarde maintenant l'arbre des angiospermes, que je vous montre ici, on remarque qu'il y a encore des embranchements, hein. Bien sûr, on parle de quelque chose d'assez général. Les angiospermes sont toutes les plantes à fleurs qui sont capables de faire une double fécondation et qui ont mis leurs graines dans une boîte, si vous voulez, ou qui ont mis l'ovule dans une boîte. Bien sûr, il y a différents embranchements. Parmi tous ces embranchements, je voulais vous en noter un qui est à mon sens important, qui est l'embranchement entre les monocotylédones et les dicotylédones. Donc c'est une différence qui est assez importante, tout simplement parce que ça conduit à deux types d'organismes et deux types de stratégies évolutives qui sont assez différentes. Chez les monocotylédones regroupent tout ce qui est graminées, les carex, les joncs, les palmiers, ce genre de plantes. Et toutes ces plantes, leur caractéristique commune, c'est qu'elles n'ont pas de tissu de croissance secondaire. Donc en général, excepté peut-être les palmiers et les bambous qui ont développé d'autres stratégies pour pousser en hauteur, mais excepté ces groupes-là, les autres monocotylédones ne vont pas pousser très haut, ne vont pas être très grandes, tout simplement parce qu'elles n'ont pas de tissu de croissance secondaire. A contrario, chez le deuxième groupe important, chez les angiospermes, qui est le groupe des dicotylédones, eh bien chez les dicotylédones, vous avez production de tissus de croissance secondaire. Alors, c'est une capacité, hein, ça ne veut pas dire que toutes les plantes sont capables de faire ça. On verra dans une prochaine vidéo qu'il y a différentes stratégies chez les plantes, donc des stratégies d'occupation de niches écologiques. Donc on verra ces stratégies-là, et donc c'est pas nécessaire que toutes les plantes produisent des tissus de croissance secondaire, mais elles ont la capacité de le faire. Alors pour finir avec les angiospermes, je vous mets ici rapidement l'arbre de toutes les angiospermes, à la fois les monocotylédones et les dicotylédones. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de familles là-dedans. On ne va pas les voir toutes ces familles, on va en voir un certain nombre. Il y a un certain nombre de familles par exemple qui sont tropicales, hein, donc on n'observe pas ici. Mais ici on va en voir un certain nombre de ces familles. Et donc c'est important aussi
pouvoir reconnaître ces familles et probablement dans une prochaine vidéo on va avoir les familles principales que l'on observe ici dans la forêt boréale, dans la forêt tempérée et dans la vallée du Saint-Laurent. Donc une des premières plantes que je voulais vous montrer, c'est probablement une des premières à fleurir au printemps, que vous avez ici autour de moi. Donc c'est quelque chose qui pousse dans les zones incultes, c'est le tussilage des marais, ou encore padane, ou encore, il a encore plein d'autres noms, dont d'autres noms vernaculaires. Donc c'est pour ça que je vous disais, les noms vernaculaires ne sont pas nécessairement tous dénués, sans ambiguïté. Donc voilà, c'est quelque chose qui pousse devant chez moi, le Tussilago farfara, donc en latin, donc le tussilage des marais. C'est la plante que vous voyez ici, je vais vous mettre une photo. Donc une petite caractéristique intéressante avec cette plante, c'est qu'elle fleurit avant d'émettre des feuilles. Donc en fait, c'est une des premières à fleurir au printemps et le seul truc qu'elle fait, c'est qu'elle sort sa hampe florale. Donc Tussilago farfara aussi fait partie d'une famille que l'on va voir abondamment cet été, qui est la famille des astéracées. Donc la famille des astéracées, c'est la famille des astères, c'est la famille des tournesols, c'est la famille de beaucoup de plantes dans cette famille-là. Et une des caractéristiques des astéracées, c'est qu'elles ont une fleur sous forme de capitule. Donc on y reviendra dans une des prochaines vidéos. Qu'est-ce qu'un capitule et qu'est-ce que finalement ce type de fleur. En fait, c'est pas une fleur, c'est une inflorescence. Donc tout simplement pour vous resituer, ici c'est pas une fleur, mais c'est bien plusieurs fleurs, et on verra plus tard un peu comment tout ça s'organise. Donc la plante que vous avez ici, nous sommes actuellement dans un sous-bois d'une érablière, dans un parc sur l'île de Montréal. Donc la fleur que vous voyez ici en arrière-plan, c'est le tri à fleurs blanches ou le tri à grandes fleurs, Trillium grandiflorum. Donc c'est une espèce qui fleurit assez tôt au printemps, une espèce qui est endémique des érablières, des sous-bois d'érablières ici dans le sud du Québec. Alors je ne vais pas arracher une fleur là pour vous la montrer, tout simplement parce que c'est une espèce qui met assez longtemps pour fleurir. Donc c'est une espèce qui va repousser toutes les années au même endroit là. On va voir dans une prochaine vidéo quelle est la stratégie associée à ça. Donc voilà, c'est une Mélanthiacée. Le Grand Tri est une Mélanthiacée, donc ça fait partie de la famille, du groupe pardon, des monocotylédones. Donc on va voir juste à côté une autre monocotylédone qui est aussi actuellement en fleurs et qui est vraiment typique des sous-bois d'érablières que vous devriez pouvoir observer assez facilement au parc du Mont-Royal ou à d'autres parcs sur l'île de Montréal ou aux alentours de Montréal. Donc une autre plante typique des sous-bois d'érablières, c'est l'Érythrone d'Amérique. Donc vous avez un spécimen ici qui est en fleurs. Donc c'est une plante de la famille des Liliacées. C'est également une monocotylédone, hein, comme le tri qu'on vient de voir. Donc ça forme des sous-bois, des populations assez denses dans les sous-bois, qui sont, à l'heure actuelle, elles sont un peu moins en fleurs qu'il y a 1 ou 2 semaines. Donc si vous allez les observer maintenant, vous devriez être capable de les observer en fleurs, c'est-à-dire fin mai. Mais d'ici début juin, là, vous n'aurez plus que les fruits. Donc c'est une jolie plante, hein, Erythronium americanum, qui est vraiment typique des sous-bois d'érablières de la vallée du Saint-Laurent. Voilà, on a fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire dans cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé et que vous situez un peu plus maintenant comment on fait pour nommer les plantes et où est-ce qu'elles se situent dans le règne du vivant. Donc la semaine prochaine, dans une prochaine vidéo, on va traiter des différents organes des plantes, voir comment tout ça s'organise et quelles sont les différentes parties d'une fleur notamment. Toutes des choses qui vont vous être utiles pour pouvoir faire de la floristique et pouvoir déterminer les plantes par la suite. En attendant, je vous invite à aller dans la nature et à essayer de sortir malgré le contexte qui n'est pas nécessairement simple. Tout ça pour bien sûr découvrir les écosystèmes et commencer à faire de la floristique. Donc voilà, merci.